En 1563, dans l'atelier froid d'une université à Glasgow, un jeune mécanicien de 28 ans fixe un modèle de Newcomen. James Watt pressent-il déjà l'inefficacité fatale de cette bête à vapeur? Pourquoi ces premiers croquis, traces d'un condenseur séparé qui économiserait les 2/3 de l'énergie, seront-ils scellés comme un secret industriel qui fissurera l'ère des manufactures et des mines angloises, comme un piston qui perce le voile de l'obscurantisme mécanique? Envisionnez-vous, chers lecteurs, traversant les ruelles pavées et boueuses de Glasgow, cette ville écossaise aux façades de pierre grise, noircie par la suie des forges primitives et des filatures naissantes qui commencent à tisser le tissu de la révolution industrielle. En ce hiver rigoureux de 1763, où l'air vibre d'une humidité glaciale, imprégné de l'odeur âcre de charbon humide transporté par barge et de sel, saline et persistante, des vapeurs remontant de la Clyde embouteillées de navires marchands venus des Indes et des Amériques. Les cloches de la cathédrale, Saint-Mungo sonnent sexte, un tintement grave et plaintif qui résonne contre les tours gothiques, érodées par les pluies incessantes du West Country. Tandis que le vent d'Est, chargé de sel marin et de promesses d'une ère manufacturière naissante, fouette les capes des marchands drapés en laine et des apprentis courbés sous le poids de leurs outils. Vous poussez la porte massive de l'université de Glasgow. Ses gonds de fer forgé, grinçant comme un piston mal huilé dans le silence relatif de l'après-midi hivernal. Et pénétrez dans l'atelier du professeur d'ingénierie naturelle, une salle aux murs tapissée d'étagères, croulant sous des rouleaux de parchemin, jaunis par l'humidité et des modèles mécaniques poussiéreux, accumulés depuis les leçons de désagulier. Où James Watt, jeune mécanicien de 28 ans, silhouette mince et nerveuse aux yeux vifs, et inquisiteur sous une chevelure rousse ébouriffée par les courants d'air du Clyde. Vêtu d'un tablier de cuir taché de graisse noire et d'une chemise de lin grise aux manches retroussées jusqu'aux coudes, symbole d'un artisan modeste, issu des classes moyennes écossaises forgées dans les chantiers navals de Greenock, se penche avec une concentration presque mystique sur un modèle réduit de la machine à vapeur atmosphérique de Thomas Newcomen. Ce cylindre de fer noirci par l'usure et les dépôts de calcaire, posé sur une table de chêne massif et raflé par des années de dissection mécanique. Sa plume d'oie, trempée dans un encrier de cornes de vache polies par l'usage, glisse avec une précision maniaque sur un cahier relié de toiles grossières aux pages quadrillées à la main. Le 22 janvier 1763, le modèle de Newcomen, en marche forcée, gaspille la vapeur dans le cylindre froid, chaleur perdue à chaque cycle, nécessitant un flux constant de charbon des mines de Lanarkshire. Idée naissante, un condenseur séparé, isolé du piston pour recycler l'eau sans refroidir le cœur de la bête. Ce n'était point un exercice scolaire banal, ni un passe-temps oisif pour un horloger autodidacte employé par l'université depuis 1757 pour réparer les instruments scientifiques défaillants. Cadrans astronomiques tordus par les chutes, pompes à air fuyantes, héritées des expériences de Joseph Black sur la chaleur latente. Mais le premier éclair d'une intuition géniale, forgée dans l'acier trempé, des contraintes économiques impitoyables et des besoins pratiques urgents de l'Écosse pré-industrielle, une nation affamée de charbon pour ses mines inondées et de coton pour ses filatures naissantes, où chaque once de vapeur gaspillée représentait un coût exorbitant en vie de mineurs et en livres sterling. Né le 19 janvier 1736 à Greenock, ce port brumeux et industriel du Firth of Clyde, où les navires à voile cabotaient entre les îles Hébrides chargés de tabac des colonies américaines, fils unique, survivant d'un marchand de navires et constructeur de maisons modestes nommé James Watt Sr., un maître artisan presbytérien qui avait transmis à son fils
Une passion viscérale pour les mécanismes comme une flamme sacrée allumée dans les ateliers familiaux emplis de l'odeur de résine et de fer chauffé. Watt avait grandi au rythme assourdissant des marteaux des chantiers navals locaux et des sifflements stridents des vapeurs d'ateliers de cordage. Apprenant l'art du cuivre repoussé et du fer forgé auprès de son père, qui lui avait enseigné à disséquer un compas nautique comme on écorche une bête pour révéler ses os internes. Orphelin de mère, Agnes Muirhead a 13 ans, une femme pieuse et lettrée, qui lui avait lu les Philosophical Transactions à voix haute dans les soirées d'hiver. Élevée dans l'austérité presbytérienne de Greenock, avec ses églises calvinistes aux prêches enflammés sur la prédestination, Watt avait fui l'école formelle pour l'atelier paternel, où il disséquait des quadrants et des télescopes avec une curiosité vorace et insatiable, influencé par les lumières écossaises naissantes de Francis Hutcheson et son père, ces philosophes qui prônaient l'utilité morale des arts mécaniques comme un devoir divin. À 22 ans, en 1758, après un apprentissage à Londres chez un horloger de Fleet Street, où il avait appris les secrets des ressorts en acier trempé et des engrenages ciselés autour, il s'était installé à Glasgow comme instrument maker officiel de l'université, réparant les globes célestes cabossés de Joseph Black et les pompes à air fuyantes, héritées des expériences de John Desaguliers sur l'élasticité des gaz. Un rôle modeste, mais propice aux méditations sur l'énergie perdue. C'est le modèle de Newcomen, prêté par le professeur John Anderson pour une démonstration lors d'un cours sur la thermodynamique naissante, qui avait été son épi-PH-Annie brutal. Cette machine atmosphérique, inventée en 1712 par Thomas Newcomen pour pomper l'eau des mines de charbon Cornish inondées, était une bête vorace qui consommait son propre poids en charbon par heure de fonctionnement. Un gaspillage scandaleux et immoral dans une Écosse où les mineurs de Lanarkshire creusaient dans l'obscurité à genoux pour extraire chaque pelleté, payant de leur santé la soif insatiable des moteurs primitifs. L'odeur âpre de la graisse de machine rance, mêlée à celle du charbon humide, stocké dans un coin sombre et poussiéreux de l'atelier pour alimenter les démonstrations, emplissait l'air confiné et étouffant, tandis que la flamme d'une lanterne à huile de baleine, importée des pêches de Groenland, projetait des ombres allongées sur les rouages rouillés et les cylindres de fer du modèle, illuminant les joints fuyants comme des veines saignantes d'une bête mécanique, agonisante sous l'œil impitoyable de la physique. À 28 ans, isolé par son veuvage précoce et tragique, marié en 1764 à sa cousine Margaret Miller, une femme douce et pieuse, issue d'une famille de marchands de Glasgow qui lui avait donné 5 enfants en 9 ans, mais morte en couche en 1773, après une grossesse difficile, laissant Watt prostré dans le deuil avec 2 survivants, James Jr. et Anne. Il transformait l'atelier universitaire en sanctuaire de l'innovation solitaire, où chaque craquement du modèle en marche était un appel à la réforme. Ses premiers croquis, tracés à la mine de plomb sur du papier millimétré, importé de Hollande par les marchands de la Clyde, reliait le cylindre chahudé du moteur à un condenseur externe isolé. Vapeur injectée dans le cylindre, condensée dans un vase froid adjacent, relié par un tuyau de cuivre isolé en liège. Chaleur préservée, économie de 2/3 du combustible. Influencé par les conférences de Joseph Black sur la chaleur latente en 1761. Ses leçons magistrales dans l'auditorium enfumé de l'université, où Black démontrait comment la glace fond sans hausse de température, un mystère que Watt appliquait à la vapeur, qui se condensait sans refroidir le métal. Il calculait avec une précision maniaque les gains. Réduction de 70% de la consommation de charbon. Une révolution qui transformerait les mines inondées de Cornouailles en puits productifs et les filatures de Manchester en usines incessantes. La lumière pâle d'un soleil d'hiver hivernal filtrant par les vitres sales de l'atelier
ses fenêtres hautes et grillagées contre les voleurs d'idées et les courants d'air du Clyde projetaient des reflets ternes sur ses équations rudimentaires. Puissance mécanique, P barre pression interne, X volume déplacé, temps de cycle, une loi naissante pour l'efficacité qui défiait les moteurs gloutons de Savory et Newcomen comme un scalpel disséquant une bête obsolète. Mais dans les marges de ses carnets, bordés de taches de graisse et de traces de crayon, effacés par des heures de révision fiévreuse, des doutes pratiques perçaient comme des fuites dans un joint de cylindre. Boulton à Birmingham. Partenaire potentiel ou rival industriel, qui copiera mes lignes pour son empire de boucles d'or. Ses réflexions, intimes et tourmentées, reflétaient non seulement les tensions économiques d'une Écosse émergente, où les lumières d'Adam Smith prônaient la division du travail, mais où les artisans comme Watt luttaient pour monétiser leur génie, mais aussi les ombres personnelles d'un veuf hanté par le fantôme de Margaret, dont le portrait en miniature pendait au mur de l'atelier, ses yeux doux semblant juger chaque trait de crayon comme un appel à la persévérance paternelle. Le déclic, ou plutôt l'épipache Annie brutale et salvatrice, vint un dimanche de janvier 1765, lors d'une promenade solitaire et mélancolique le long de la Clyde gelée, où le vent salin du Firth fouettait son manteau de laine épaisse comme un piston en marche inexorable, portant l'odeur de poissons salés des pêcheries et le cri des mouettes comme un chœur funèbre pour les machines inefficaces. Revenu à l'atelier dans l'après-midi pluvieux, les vêtements trempés dégoulinant sur le sol de dalles irrégulières, il fixa le modèle en marche avec une stupeur renouvelée. Le cylindre froid condensait la vapeur à chaque cycle, gaspillant l'énergie vitale comme un cœur malade. Séparer le condenseur du cylindre. Un vase externe, maintenu froid par un flux d'eau constant de la Clyde, relié par un tuyau de cuivre, isolé en liège pour éviter les pertes thermiques. Le piston reste chaud. La bête respire librement. Ses doigts, tachés de graisse et engourdis par le froid, esquissèrent le premier dessin sur un morceau de parchemin froissé. Cylindre vertical pour le piston, condenseur horizontal adjacent, valve de liaison pour l'eau recyclée. Une configuration qui, en théorie, multiplierait l'efficacité par 3. Ces croquis, niémés dans le brevet provisoire déposé en 1769 auprès de l'Office des brevets de Stationers' Hall, restèrent scellés sous serment de confidentialité. Une précaution dictée par la peur des espions industriels qui rôdaient déjà dans les tavernes de Glasgow, où des ingénieurs Cornish comme Jonathan Hornblower murmuraient des offres pour copier les secrets écossais. Pourtant, une ombre planait déjà sur cette intuition salvatrice, une ombre plus dense que les vapeurs froides du condenseur, forgée par la paix à œuvreté chronique de Watt qui, malgré son rôle à l'université, accumulait des dettes de plus de 1000 livres sterling pour l'achat d'instruments et de modèles, des factures impayées pour du cuivre hollandais et de l'acier birminghamien qui le hantaient comme des chaînes invisibles. La machine guérit les mines, ou isole le créateur dans son atelier comme un moine fou, confiait-il dans une lettre à son père en 1764, plume hésitante après une journée de 14 heures courbée sur le modèle. La chambre imprégnée d'une odeur de théolia froid, ce breuvage écossais amer, devenant son unique compagnon contre les migraines lancinantes héritées de son enfance asthmatique. Ses promenades dans les jardins clos de l'université, sous les allées de chênes centenaires où les mésanges babillaient des hymnes presbytériens, ne suffisaient plus à dissiper le brouillard intérieur. Ces sentiers gravillonnés bordés de rosiers sauvages, où l'odeur douce amère des pétales fanés se mêlait à celle de la terre remuée par les jardiniers, offraient un répit précaire. Mais le jeune inventeur sentait déjà le poison de l'ambition s'infiltrer dans ses veines comme une vapeur non condensée. Un appel à la gloire industrielle qui risquait de le consumer comme le charbon alimente la fournaise.
La science est mon rempart contre le chaos des dettes et du deuil, notait-il dans un carnet personnel relié de cuir rouge, sous la lumière d'une lanterne qui goûtait son huile noire sur le bois patiné de la table d'atelier, illuminant des esquisses hâtives de valves et de tuyaux en spirale hélicoïdale. Des formes qui défiaient les moteurs gloutons de Savary, comme un scalpel disséquant une bête obsolète pour révéler son cœur inefficace. L'architecture géorgienne naissante de l'université, façade symétrique, en pierre claire, colonnes doriques inspirées de Palladio, contrastait avec le tumulte intérieur de Watt. Un océan de doute, où la foi presbytérienne, nourrie des sermons du révérend James Robison sur la providence dans les épreuves, luttait contre la tentation d'un monopole industriel qui pourrait enrichir sa famille, mais isoler son âme comme un piston enfermé dans son cylindre. Envisionnez-vous maintenant dans les ateliers broyants de Glasgow, où le vent du Clyde porte l'écho distant, des marteaux des chantiers navals construisant des clippers pour les Indes. Watt rentrant chez lui au crépuscule, un rouleau de parchemin sous le bras, serré contre sa poitrine comme un trésor volé au dieu de la thermodynamique, sa logeuse âgée, Madame McGregor, une veuve presbytérienne aux mains calleuses, l'attendant avec un souper frugal, composé de pain d'avoine croustillant, rompu à la main, et de fromage affiné au lait de brebis des collines de Renfrew. Un repas simple qui contrastait avec la richesse promise par ses inventions, mais nourrissait l'esprit affamé de découvertes mécaniques. Mais son repos est bref et agité par les rêves de pistons infatigables. Le condenseur appelle dans l'ombre de l'atelier, où la flamme d'une veilleuse de nuit vacille comme un corpuscule solitaire, projetant des reflets dansants sur les murs tapissés de croquis, inachevés représentant des cylindres reliés par des tuyaux serpentins. Un rappel poignant de la chute des moteurs anciens et de la quête wattienne pour restaurer l'efficacité perdue à travers la séparation de la chaleur et du mouvement. Car au-delà des flammes modestes qu'il allume dans son modèle réduit, Watt presse déjà une révolution. Un feu intérieur qui consumera non seulement le charbon des mines, mais aussi les chaînes de l'inefficacité, illuminant un chemin périlleux où innovation et secret se confondent en un labyrinthe d'ombres et de lumière, menant à l'abîme d'une vérité industrielle qui pourrait bien dévorer l'artisan, comme la machine alimente la fournaise. Mais un partenaire ambitieux émerge des forges de Birmingham, et un condenseur scellé dans un brevet dévoile une révolution interdite, prête à enflammer les usines d'Europe dans une danse de pistons fatale. En 1775, dans le bruit sourd d'une fonderie à Birmingham, un inventeur de 39 ans serre une main calleuse. James Watt joue-t-il son avenir industriel avec Matthew Boulton? Pourquoi ce pacte, scellé par des dessins confidentiels, ni aimé comme des charmes mécaniques? Créera-t-il un monopole qui fissurera l'économie européenne, comme un piston qui perce le voile de la misère agricole et des manufactures artisanales? Envisionnez-vous piégé dans les halls enfumés et vastes de la Soho Manufactory, Birmingham, ce printemps industriel de 1775, où l'air vibre d'une chaleur suffocante, imprégné de l'odeur âcre de fer, fondu dans les fours à réverbères, et de sel, huileuse et persistante, des pistons graissés qui claquent rythmiquement comme des cœurs mécaniques. Les marteaux des forges sonnent comme un chœur infernal et assourdissant, un rythme implacable qui résonne contre les murs de briques rouges encore chaudes de la coulée, tandis que la vapeur s'échappe des soupapes avec un sifflement strident, comme un cri de triomphe primal, enveloppant les ouvriers en tabliers de cuir noirci de suie. Vous franchissez un seuil de fer battu, orné de motifs géorgiens stylisés, et découvrez James Watt, 39 ans, très buriné et creusé par les veilles solitaires à Glasgow et les migraines lancinantes héritées de son enfance asthmatique. En habit de laine, grise taillée sur mesure par un tailleur de la Fleet Street et cravate noire
noué serré comme un nœud de sécurité. Lunettes pincées sur un nez aquilin, marqué par les reflets des flammes, serrant la main ferme et calleuse de Matthew Boulton, cet industriel charismatique et visionnaire aux yeux perçants et à la barbe taillée en pointe à la mode française. Maître orfèvre de Birmingham, qui avait transformé son atelier de boucles de souliers en manufacture de médailles pour la couronne. Les dessins scellés du condenseur pour notre empire mécanique commun, murmure Watt d'une voix basse et déterminée. Sa plume encore tachée d'encre, glissant sur un contrat parcheminé au sceau de cire rouge, représentant un soleil levant sur une enclume. Un symbole qui scellait non seulement leur partenariat, mais aussi l'avenir de l'Angleterre manufacturière. Ce n'était pas une alliance hasardeuse, ni un mariage de raison, dicté par les aléas financiers d'une Écosse émergente, encore accablée par l'acte d'union de 1707, qui avait absorbé ses ressources dans l'Empire britannique. Mais une rencontre providentielle, forgée dans le creuset des correspondances épistolaires et des démonstrations privées, que Watt avait initié depuis 1768. Quand Joseph Black, son mentor thermodynamique aux conférences magistrales sur la chaleur latente dans l'auditorium enfumé de l'Université de Glasgow, l'avait présenté à Boulton lors d'un voyage à Birmingham pour inspecter les forges lunaires de Soho, ces ateliers où l'on frappait des médaillons d'argent pour la reine Charlotte avec une précision horlogère. Veuve depuis le tragique accouchement de 1773, qui avait emporté Margaret Miller, sa cousine et compagne de 12 années de mariage, laissant Watt prostré dans le deuil avec 5 enfants, dont seulement 2 survivants, James Jr., un adolescent studieux destiné à l'université, et Anne, une fillette fragile aux yeux de sa mère. Endetté de plus de 800 livres sterling pour les modèles et les instruments acquis à crédit chez les marchands de Londres, Watt cherchait désespérément un partenaire industriel capable de financer la construction d'une machine à l'échelle depuis 1768, année où ses premiers prototypes en bois avaient démontré une économie de 70% du charbon, mais exigeaient des cylindres de fer coulé de 10 pieds de diamètre. Un défi technique et financier au-delà des moyens d'un simple instrument maker écossais. Boulton, ce self-made man, originaire d'une famille de jouets de Birmingham, qui avait érigé la Soho Manufactory en 1761 comme un palais des arts mécaniques, avec ses 700 ouvriers qualifiés et ses tours à vapeur primitives pour actionner les presses à médailles, voyait dans la machine de Watt non seulement l'or noir du charbon des mines de Cornouailles inondées, mais un empire global. Votre condenseur séparé doublera la puissance des mines, libérera les mains des tisserands des Lancashire et propulsera nos navires jusqu'aux Indes sans vent contraire, avait-il déclaré lors de leur première rencontre en 1769 à Soho, où l'odeur de métal CH Aude et de polissage à l'argile rouge emplissait les halls vastes comme des cathédrales industrielles, tandis que la flamme des fours à réverbères projetait des reflets dansants sur les modèles de moteurs en cuivre poli, illuminant les yeux de Boulton comme des étoiles d'ambition. À 39 ans, rongée par le deuil de Margaret, une femme pieuse et lettrée qui lui lisait les Philosophical Transactions à voix haute dans les soirées d'hiver de Glasgow, et dont la mort en couche avait laissé un vide aussi froid qu'un cylindre sans vapeur, isolée par les dettes accumulées pour l'achat de cuivre hollandais et d'acier birminghamien qui s'empilaient dans son atelier comme des fantômes matériels. Watt scellait les dessins dans des enveloppes cachetées à la cire rouge, jurant sur la Bible presbytérienne une confidentialité absolue sous peine de poursuite judiciaire. Aucun ouvrier ne verra les plans sans serment, sous peine d'exil ou de prison comme les espions jacobites. Influencé par les lumières écossaises d'Adam Smith et ses théories sur la division du travail dans la richesse des nations encore à venir en 1776. Il calculait avec une précision maniaque les gains potentiels
réduction de 70% de la consommation de charbon pour une machine de 10 chevaux vapeur. Une économie qui transformerait les mines inondées de Cornouailles en puits productifs et les filatures artisanales de Manchester en usines incessantes actionnées par des pistons infatigables. Boulton, pragmatique et visionnaire comme un marchand vénitien du XVI siècle, investit immédiatement 1000 livres sterling en échange de 1/3 des profits futurs, signant le pacte de 1775 dans un salon lambrissé de la Manufactory, où l'odeur de thé au génivre, infusée avec des baies hollandaises pour apaiser les nerfs de Watt, se mêlait à celle du parchemin frais, tandis que la lumière filtrant par les hautes fenêtres à meneaux projetait des reflets sur le contrat, illuminant les clauses de monopole comme des serments gravés dans le bronze. Le déclic, ou la concrétisation salvatrice, vint avec le premier prototype construit en secret à Soho en 1776. Un monstre de fer de 10 pieds de haut, actionné par un cylindre de 18 pouces de diamètre coulé dans les fours de John Wilkinson, ce forgeron du Shropshire, connu pour ses canons de marine, le piston, relié au condenseur externe par un tuyau isolé en liège et plomb, tournait sans le gaspillage habituel, économisant 75% du charbon et produisant une puissance constante de 5 chevaux. Un miracle mécanique qui fit siffler les soupapes comme un triomphe primal. Révolution scellée dans le métal et le secret, triompha Watt dans une lettre à Black, mais dans les marges de ses carnets personnels. Un doute pratique et humain perçait. Boulton, allié fidèle, ou maître qui scellera mes desseins pour son profit seul, comme un verrou sur mon génie. Ses réflexions, tracées d'une main tremblante après une journée de 16 heures à superviser la coulée, révélèrent les tensions d'un partenariat inégal, où Boulton, avec son réseau de marchands et son flair commercial forgé dans les foires de Birmingham, gérait les brevets et les licences, tandis que Watt, artisan pur, se confinait à l'atelier comme un moine dans sa cellule. L'architecture géorgienne de Soho, façade symétrique en briques rouges, cour intérieure pavée pour les charrettes de charbon, contrastait avec le tumulte intérieur de Watt. Un océan d'ambition où la foi presbytérienne, nourrie des sermons du révérend James Robison sur la providence dans les épreuves mécaniques, luttait contre la tentation d'un monopole qui enrichirait sa famille, mais isolerait son âme comme un cylindre scellé. Envisionnez-vous la nuit tombante sur les canaux noirs de Birmingham, où les barges de charbon glissent silencieusement sous les arches de pierre comme des ombres industrielles. Watt rentrant à Heathfield Hall, le contrat plié dans sa poche intérieure comme un talisman. Sa femme de chambre, Betty, l'attendant avec un souper frugal de ragoût d'agneau aux herbes du jardin et de pain de seigle croustillant. Un repas simple qui apaisait le corps, mais pas l'esprit tourmenté par les visions de pistons infatigables. Mais son repos est bref. Le pacte appelle dans l'ombre du bureau, où la flamme d'une veilleuse à huile d'olive vacille comme un piston solitaire, projetant des reflets dansants sur les murs tapissés de croquis confidentiels représentant des engrenages solaires en rotation. Un rappel poignant de la chute des moteurs anciens et de la quête wattienne pour restaurer l'efficacité perdue à travers la séparation de la chaleur et du mouvement pur. Car au-delà des sceaux de cire qui scellent leur alliance, Watt presse déjà un empire, un feu intérieur qui consumera non seulement le charbon des mines, mais aussi les chaînes de l'artisanat traditionnel, illuminant un chemin périlleux où innovation et secret se confondent en un labyrinthe d'ombres et de lumières mécaniques, menant à l'abîme d'une vérité industrielle qui pourrait bien dévorer l'inventeur comme la machine alimente la fournaise insatiable. Mais un ingénieur rival surgit des mines Cornish et un dessein volé déclenche une guerre de brevets, prête à fracturer l'empire naissant comme un cylindre sur pression excessive. En 1793, dans le vacarme d'un tribunal à London, un inventeur de 57 ans défend son secret scellé. James Watt,
accuse-t-il Bull de vol de dessins confidentiels? Pourquoi ce procès, basé sur des croquis niémés comme des charmes industriels, fissurera-t-il le monopole Boulton et Watt, comme un piston qui éclate sous la pression des rivaux Cornish? Envisionnez-vous agglutiné dans la salle des audiences étouffantes de Chancery Lane, Londres, ce printemps orageux de 1793, où l'odeur rance de cire fondue et de vieux livres moisis se mêle à celle, âcre, des perruques poudrées suantes des avocats en pleine joute verbale. Les cloches de la Temple Church sonnent tierces. Un tintement strident et impitoyable qui vibre contre les murs de pierre grise érodés par les pluies acides de la Tamise, tandis que le tonnerre gronde au loin comme un piston en surcharge, présage des éclats judiciaires à venir. Vous êtes au banc des témoins, serrés entre des clercs en robe noire et des journalistes du Times aux plumes fiévreuses, où James Watt, 57 ans, posture droite et rigide, malgré la goutte qui ronge ses articulations comme un acide corrosif. En habit noir, taillé sur mesure par un tailleur de Savile Row, et jabot blanc immaculé, noué serré comme un nœud de serment. Lunettes pincées sur un nez aquilin, marqué par les rides de concentration et de fatigue. Jure sur la Bible protestante avec une solennité presbytérienne. Les dessins scellés de mon brevet de 1769 pour le condenseur séparé. Jonathan Bull les a copiés illégalement, violant notre monopole parlementaire étendu jusqu'en 1800. Ce n'était pas une querelle mesquine, ni un caprice d'inventeur jaloux. Un divertissement pour un partenaire de Boulton & Watt qui avait déjà vendu 500 licences depuis 1775 et accumulé 150 000 livres de royalty. Mais une bataille juridique titanesque, forgée dans l'acier des rivalités régionales et des besoins économiques impitoyables de l'Angleterre manufacturière, où chaque machine à vapeur illégale représentait une perte de 1/3 des économies de charbon facturées aux mineurs de Cornouailles, ces puits inondés comme des abysses bibliques que les moteurs de Newcomen pompaient à peine. Monopole depuis le pacte de 1775, Boulton & Watt imposait un tiers des gains en énergie sauvée, une redevance ingénieuse calculée par l'indicateur de pression secret. Mais Jonathan Bull, ingénieur Cornish au tempérament rebelle et aux mains calleuses par les forges de Heil, construisait des condenseurs illégaux depuis 1790. Copiant les plans via des espions infiltrés dans les ateliers de Soho, ces ouvriers tentés par des pots de vin de 50 livres offerts par les armateurs de Falmouth avaient de moteurs bon marché pour leurs navires à vapeur naissant. Influencé par les précédents procès victorieux de 1781 contre Wasborough pour violation de brevet sur le double acting, Watt attaqua en justice en 1793 devant la cour de Chancery, invoquant l'acte du Parlement de 1775 qui avait étendu leur brevet de 25 à 31 ans pour service rendu à la nation par l'invention de la machine à feu. Brevet niémé et secret inviolable, nos dessins scellés dans des coffres verrouillés à Soho pour protéger l'innovation contre les plagiaires comme Bull. L'odeur de parchemin chauffé par les bougies des greffiers emplissait la salle, tandis que la lumière filtrant par les hautes fenêtres à meneaux, ses vitres sales et craquelées par les pollutions industrielles, illuminait les plans dépliés sur la table du juge. Cylindre chaud isolé, condenseur externe relié par tuyaux, valve de recirculation, un chef-d'œuvre mécanique exposé comme une relique sacrée. À 57 ans, rongé par la goutte qui le clouait au lit des semaines entières, avec des crises lancinantes, irradiant des orteils au crâne comme une vapeur toxique interne, et hanté par le deuil persistant de Margaret, morte en 1773. Une femme dont les lettres pieuses, conservées dans un tiroir de son bureau à Heathfield, lui rappelaient la fragilité humaine face aux machines immortelles. Watt témoignait avec une voix ferme mais chevrotante, jurant sur les évangiles. Les croquis scellés de 1769,
tracés à la plume sur parchemin hollandais dans mon atelier de Glasgow, gardés à Soho dans des enveloppes cachetées à la cire rouge. Bull les a obtenus par trahison d'un apprenti, violant notre pacte de confidentialité absolue. Bolton, son partenaire de 15 ans, se tenait à ses côtés comme un roc industriel, en habit de brocart bleu et jabot de soie blanche, jurant fidélité au tribunal. Notre monopole sauve les mines de la ruine, libère les ouvriers des pompes manuelles. Bull, en copiant, vole non seulement nos plans, mais l'avenir de l'Angleterre. Le juge Edward Kenyon, impartial sous sa perruque monumentale, entendait les preuves avec une gravité romaine. Témoignages d'ouvriers de Soho, plans comparés côte à côte, calcul d'économie prouvant le vol, 21 000 livres de dommages réclamés, une somme qui aurait pu racheter une mine entière. Le déclic, ou le verdict salvateur, vint en 1795, après 2 ans de plaidoiries enflammées où les avocats de Bull invoquaient la liberté du génie commun contre le monopole tyrannique. Mais Kenyon trancha. Preuve, essais irréfutables. Bull condamné. Bolton et Watt récupérèrent 2500 livres seulement. Mais le triomphe moral fissura les rivaux. Machines illégales démontées, espions chassés. Mais l'ombre de la fatigue planait. Le secret nous a sauvés, et épuisés comme un cylindre surchauffé, confiait Watt à son fils James Jr. dans une lettre tachée de sueur, plume hésitante après une crise de gouttes qui le laissait prostré. L'architecture géorgienne du tribunal, colonnes doriques soutenant un plafond voûté, portrait de juge Stern, contrastait avec le tumulte intérieur de Watt. Un océan de victoires amères où la foi presbytérienne, nourrie des psaumes lus à voix haute par sa défunte Margaret, luttait contre la tentation d'un empire qui enrichissait mais isolait comme un piston enfermé. Envisionnez-vous la nuit sur la Tamise après le verdict, où les barges mugissent sous les arches de Blackfriars comme des bêtes vaincues. Watt rentrant à Heathfield, jugement en main, sa gouvernante l'attendant avec un souper de ragoût d'agneau et pain de seigle. Mais son esprit veille, le monopole appelle les ombres. Mais un nouveau design émerge des ateliers rivaux, et un indicateur de pression scellé provoque un scandale qui menacera l'Empire entier. En 1782, dans l'atelier enfumé de Soho Foundry, un instrument mesure la pression comme un cœur. James Watt invente-t-il l'indicateur, scellé pour révéler l'âme mécanique. Pourquoi? Ce design, gardé secret comme un charme industriel dans les coffres de Soho, révélera-t-il l'inefficacité des rivaux et fissurera-t-il le monopole comme un piston sur surcharge? Envisionnez-vous étouffé dans les halls vastes et résonnants de la Soho Foundry, Birmingham, ce printemps 1782, où l'odeur de fer chaude fondue dans les fours à coke se mêle à celle, huileuse et tenace, des pistons graissés qui claquent rythmiquement comme des battements de cœur mécaniques. Les marteaux des graveurs claquent en un chœur assourdissant et cadencé. Un rythme industriel qui vibre contre les murs de briques rouges, encore imprégnés de la chaleur résiduelle des coulées nocturnes, tandis que la vapeur s'échappe des soupapes, avec un sifflement strident et primal, comme un cri de triomphe libéré des abysses des cylindres. Vous franchissez un seuil de chêne massif, renforcé de ferrures forgées, et approchez d'une table de travail encombrée de modèles en cuivre poli, où James Watt, 46 ans, silhouette voûtée par les crises de gouttes qui le clouent au lit des semaines entières, en tablier de cuir taché de graisse noire, et lunettes embuées perchées sur un nez aquilin, marqué par les rides de concentration infinie, calibre minutieusement l'indicateur de pression. Ce petit prodige, mécanique, relié à un piston test par un tube fin de laiton. Pression interne, 20 psi, courbe tracée sur un cylindre de papier enduit de suie, volume versus force. L'âme de la machine révélée en graphique. Ce n'était pas un gadget superflu,
ni un divertissement pour un partenaire de Boulton & Watt qui avait déjà installé 300 machines sous licence depuis 1775, facturant des royalties astronomiques basées sur l'économie de charbon prouvé. Mais une invention cruciale, forgée dans le creuset des besoins pratiques pour optimiser les moteurs rotatifs en développement depuis 1781, ces bêtes à double action qui transformaient le mouvement linéaire du piston en rotation circulaire pour actionner les filatures et les laminoirs. Pour mesurer l'efficacité réelle, pression interne fluctuante, volume déplacé par cycle, Watt avait conçu l'indicateur en 1782. Un petit piston, relié à un stylet qui traçait sur un cylindre rotatif, enduit de suie une courbe elliptique représentant le diagramme PV, secret commercial absolu gardé dans les coffres verrouillés de Soho, où seul Boulton et 5 graveurs jurés sous serment avaient accès au plan. Influencé par les travaux de John Smeaton sur les moulins à eau en 1759, où ce pionnier anglais avait mesuré les forces par dynamomètre rudimentaire, Watt raffina l'instrument. Le stylet, poussé par la pression du cylindre principal via un tube capillaire, grave la courbe sur papier calandré. Secret pour nos licences, car les rivaux copient les formes, mais ignorent l'âme. L'odeur de graphite frottée sur le papier, sèche et minérale comme la poussière des mines, emplissait l'air confiné de l'atelier, tandis que la lumière des lucarnes hautes et étroites, filtrée par la suie des cheminées adjacentes, illuminait les courbes elliptiques parfaites sur le cylindre. Ces tracés noirs, comme des signatures divines sur la peau d'une bête mécanique. À 46 ans, rongé par la goutte, crise lancinante, irradiant des orteils au crâne comme une vapeur acide interne, vestige des années penchées sur des modèles froids dans l'humidité de Glasgow, et hanté par le deuil persistant de Margaret, morte en 1773. Une femme dont les lettres pieuses et les prières presbytériennes, conservées dans un tiroir de son bureau à Heathfield Hall, lui rappelaient la fragilité humaine face aux machines immortelles qu'il créait. Watt gardait le secret de l'indicateur comme un talisman. Les rivaux construisent des copies de nos condenseurs. Mais sans l'indicateur, ils naviguent à l'aveugle, gaspillant comme des aveugles dans le brouillard industriel. Boulton, son partenaire de 7 ans, approuvait avec un pragmatisme mercantile forgé dans les foires de Birmingham. Le monopole repose sur ces lignes scellées, royalty de 1/3 des économies, 20 000 livres par an. L'indicateur est notre œil invisible. Leurs nuits à Soho, bercées par le cliquetis des graveurs ciselant les plans sur cuivre pour les licences exportées jusqu'en France, exhalaient une ambition partagée mais tendue. Thé au génivre, infusé avec des baies hollandaises pour apaiser les nerfs de Watt. Discussions animées sur l'extension du brevet jusqu'en 1800 par un acte du Parlement en 1775. Une grâce royale accordée pour service rendu à la navigation et aux manufactures. Le déclic, ou la révélation graphique, vint avec la première courbe parfaite tracée en Bullet 582 sur un moteur test de 10 chevaux vapeur actionnant un laminoir à fer pour les canons de la Royal Navy. L'ellipse du diagramme PV, large et régulière comme un battement de cœur sain, révélait une efficacité de 85%. L'âme de la machine révélée en trait de suie, où la pression culmine sans perte, le volume se dilate sans gaspillage. Triompha Watt dans un mémo interne à Boulton, mais dans les marges de ses carnets personnels, un doute humain et mélancolique perçait. Boulton voit l'or. Moi, l'âme mécanique qui libère l'homme du labeur, mais isole l'inventeur dans son secret comme un piston enfermé. Ses réflexions, tracées d'une main tremblante après une journée de 16 heures, à calibrer l'instrument avec des poids de précision forgés à Soho, révélèrent les tensions d'un partenariat où Boulton, avec son réseau de marchands lunaires et son flair commercial aiguisé dans les ventes de médailles à la cour de George III,
gérait les brevets et les poursuites judiciaires, tandis que Watt, artisan pur et mélancolique, se confinait à l'atelier comme un moine dans sa cellule, hanté par le fantôme de Margaret qui aurait vu dans ses machines une providence divine pour soulager les veuves et les orphelins des mines. L'architecture géorgienne de la Foundry, façade symétrique en briques avec fronton palladien, cours intérieures pavées de pierre pour les charrettes de charbon, contrastait avec le tumulte intérieur de Watt. Un océan de victoires techniques où la foi presbytérienne, nourrie des psaumes lus à voix haute par sa défunte épouse dans les soirées de Glasgow, luttait contre la tentation d'un secret qui enrichissait sa famille. James Jr. à l'université d'Édimbourg, Anne promise à un avenir confortable, mais isolait son âme comme un cylindre scellé contre les courants d'air du monde. Envisionnez-vous la nuit tombante sur les canaux noirs et huileux de Birmingham, où les barges de charbon glissent silencieusement sous les arches de pierre, comme des ombres industrielles chargées de destin. Watt rentrant à Heathfield Hall après une journée d'étalonnage, l'indicateur plié dans un étui de cuir, comme un talisman, sa gouvernante fidèle. Betty, une veuve des Midlands aux mains calleuses par les lessives, l'attendant avec un souper de ragoût d'agneau aux herbes du jardin potager et de pain de seigle croustillant rompu à la main. Un repas simple et réconfortant qui apaisait le corps épuisé, mais pas l'esprit tourmenté par les visions de courbes elliptiques infinies. Mais son repos est bref et hanté par les rêves de pistons infatigables. L'indicateur appelle dans l'ombre du bureau adjacent, où la flamme d'une veilleuse à huile d'olive vacille comme un piston solitaire en attente, projetant des reflets dansants sur les murs tapissés de croquis confidentiels, représentant des engrenages solaires en rotation perpétuelle. Un rappel poignant de la chute des moteurs anciens et de la quête wattienne pour restaurer l'efficacité perdue à travers la mesure précise de l'âme mécanique. Car au-delà des seaux de cire qui scellent ces innovations, Watt presse déjà un empire, un feu intérieur qui consumera non seulement le charbon des mines, mais aussi les chaînes de l'artisanat traditionnel, illuminant un chemin périlleux où innovation et secret se confondent en un labyrinthe d'ombre et de lumière mécanique, menant à l'abîme d'une vérité industrielle qui pourrait bien dévorer l'inventeur comme la machine alimente la fournaise insatiable des usines naissantes. Mais un espion infiltré dans les rangs des ouvriers et un dessin scellé provoque une fuite fatale, prête à fracturer le monopole comme un tuyau perforé sous pression. En 1790, dans l'ombre d'une fonderie à Soho, un dessin disparaît comme un fantôme. James Watt découvre-t-il un vol de plan scellé par un apprenti traître? Pourquoi cette fuite, liée au procès de 1793 contre Bull, fissurera-t-elle son empire mécanique comme un piston qui cède sous la pression des rivaux Cornish et des marchands de Cornouailles? Envisionnez-vous tapis dans les recoins sombres et labyrinthiques de la Soho Foundry, Birmingham, ce printemps 1790, où l'odeur de charbon brûlé dans les fours à coke se mêle à celle, suée et persistante, des ouvriers en tablier de cuir noirci qui martèlent les cylindres. Les sifflets des soupapes percent l'air chargé de vapeur comme des cris d'alarme. Un cœur mécanique strident sous le ciel nuageux et bas du Midlands. Vous suivez James Watt, 54 ans, canne en main pour la goutte lancinante, en manteau noir doublé de laine et chapeau haut de forme incliné pour masquer les rides de fatigue, lunettes embuées par l'humidité, fouillant un tiroir verrouillé de son bureau surélevé. Le plan rotatif pour le double acting, volé dans la nuit. Ce n'était pas une négligence passagère, ni un accident dans le chaos de la Foundry, qui employait 200 ouvriers jour et nuit depuis 1775. Mais une trahison calculée, forgée dans les tensions régionales, où les mineurs de Cornouailles, accablés par les royalties de 1,3 imposées par Boulton & Watt sur chaque machine installée,
payait en livres sterling ce que les moteurs inefficaces de Newcomen coûtaient en vies humaines perdues dans les inondations. Depuis l'introduction des moteurs rotatifs en 1781, ces bêtes à double action qui transformaient le mouvement linéaire en rotation circulaire pour actionner les filatures de coton de Manchester et les laminoirs à fer de Coalbrookdale. Les dessins étaient scellés dans des coffres à double serrure à Soho, accessibles seulement à Boulton, Watt et 5 graveurs jurés sous serment de confidentialité absolue. Un rituel quasi militaire inspiré des secrets des guildes médiévales pour protéger l'innovation contre les plagiats aries. Mais un apprenti graveur, payé 50 livres par Jonathan Hornblower, ingénieur Cornish au service des armateurs de Falmouth, avide de moteurs bon marché pour leurs navires à vapeur naissants vers les Indes, avait copié les plans rotatifs via des calques cachés sous son tablier, ces esquisses représentant des engrenages solaires et planétaires en acier trempé pour multiplier la vitesse de rotation. Influencé par les précédents vols de 1785 où des ouvriers de Soho avaient fui à Truro avec des patrons de condenseurs, Watt traqua les espions avec une paranoïa croissante. Des ombres dans nos rangs, comme des mineurs dans les galeries inondées, fouillaient les tiroirs, interrogeaient les graveurs. L'odeur de papier brûlé, âcre et accusatrice comme un interrogatoire, emplissait l'air du bureau, tandis que la lumière des lanternes, suspendues aux poutres de chêne, projetait des ombres suspectes sur les murs blanchis à la chaux, illuminant les plans froissés comme des reliques profanées. À 54 ans, rongé par la goutte qui le clouait au lit des mois entiers, avec des crises irradiant comme une vapeur toxique des orteils au cerveau, hanté par le deuil de Margaret, morte en 1773, après 12 ans de mariage, laissant 5 enfants dont James Jr. et Anne survivant, son portrait en miniature, pendu au mur de l'atelier comme un talisman de perte. Et isolé par les dettes résiduelles de 200 livres pour les outils importés de Birmingham, malgré les royalties affluant à 20 000 livres annuels, Watt jurait fidélité au secret comme un moine à son vœu. Les plans scellés sont notre sangle mécanique. Sans eux, les rivaux construisent des coquilles vides, gaspillant comme des aveugles dans le brouillard des mines. Boulton, furieux et pragmatique, engagea des gardes privés, anciens soldats des guerres américaines, licenciés en 1783, armés de pistolets à silex pour patrouiller les cours de la Foundry, et ordonna des serments renouvelés. Tout ouvrier surpris avec un croquis sera exilé à Édimbourg ou pire, processé comme espion jacobite. Leurs nuits à Soho, bercées par le cliquetis des graveurs ciselant les plans sur cuivre poli pour les licences exportées jusqu'aux filatures françaises de Lyon, exhalait une ambition tendue. Théogénivre pour les nerfs de Watt, discussions animées sur l'extension du Biruvet jusqu'en 1800 par l'acte du Parlement de 1775, une grâce royale accordée pour service rendu à la navigation et aux manufactures de la couronne. Le déclic, ou la preuve accablante, vint en novembre 1792, quand un graveur repentant, payé 20 livres pour sa conscience, confessa « vol confirmé, bulle à les plans rotatifs, copié sur calque par l'apprenti McKay ». Watt, prostré par une crise de goutte, dicta une lettre furieuse à son avocat. Poursuivez pour trahison industrielle nos dessins scellés, gardés dans des enveloppes à double cachet depuis 1769, sont l'âme de notre empire. Mais l'ombre de la fatigue planait plus dense que la vapeur. Le secret nous a sauvés des copieurs, mais nous isole comme un cylindre enfermé, loin du monde qui l'illumine, confiait-il à Anne, sa fille de 20 ans, plume hésitante après une nuit de veille à Heathfield, où l'odeur de laudanum pour la douleur se mêlait à celle de l'encre fraîche. L'architecture industrielle de la Foundry, halls voûtés, en fer podelé, avec lucarne en verre cathédrale pour diffuser la lumière, cours pavés de pierre pour les charrettes de fer brut, contrastait avec le tumulte intérieur de Watt.
un océan de victoires juridiques amères où la foi presbytérienne, nourrie des psaumes lus par Margaret dans les soirées de Glasgow, luttait contre la tentation d'un empire qui enrichissait sa famille. James Jr. finançant son éducation à Édimbourg, Anne promise à un mariage confortable, mais isolait son âme comme un indicateur scellé contre les regards curieux. Envisionnez-vous la nuit tombante sur les canaux huileux de Birmingham, où les barges de fer glissent comme des ombres chargées de destin sous les arches de pierre, éclairées par des lanternes à huile. Watt rentrant à Heathfield après une fouille nocturne, le plan récupéré plié dans sa poche comme un talisman brisé, sa gouvernante Betty, veuve des Midlands aux mains calleuses par les lessives et les cuivres, l'attendant avec un souper de ragoût, d'agneau aux racines du jardin et de pain de seigle rompu à la main. Un repas simple qui apaisait le corps, mais pas l'esprit hanté par les visions de courbes d'indicateurs trahis. Mais son repos est bref. La fuite appelle dans l'ombre du bureau, où la flamme d'une veilleuse vacille comme un stylet solitaire, projetant des reflets sur les murs tapissés de contrats niémés, un rappel poignant de la chute des secrets et de la quête wattienne pour restaurer l'intégrité perdue à travers la traque impitoyable des espions. Car au-delà des verrous qui scellent ses plans, Watt presse déjà une guerre. Un feu intérieur qui consumera non seulement les rivaux, mais aussi les chaînes de la loyauté, illuminant un chemin périlleux où innovation et trahison se confondent en un labyrinthe d'ombre et de lumière judiciaire, menant à l'abîme d'une vérité industrielle qui pourrait bien dévorer l'Empire comme la machine alimente la fournaise des procès interminables. Mais un verdict final tombe, comme un marteau de juge. Est un héritage scellé surgi des ombres des archives, prêt à révéler un secret oublié qui hantera les machines posthumes. En 1819, dans le froid d'un lit à Heathfield Hall, un inventeur expire en murmurant des secrets. Ses dessins, scellés survivent-elles à la mort? Ou les fouilles de Soho en 2009? Exhumeront-elles un vestige oublié qui fissurera le mythe de l'empire mécanique? Envisionnez-vous au chevet de Heathfield Hall, Birmingham, cet été 1819, où l'odeur de rose fanée du jardin se mêle à celle du laudanum pour la goutte terminale. Les cloches de Handsworth sonnent non, un glas doux et mélancolique sous un ciel nuageux du Midlands. James Watt, 82 ans, émacié par les ans et les vapeurs inhalées, en chemise de nuit de lin fin, brodée aux initiales par sa seconde épouse Anne MacGregor, murmure à ses enfants James Jr. et Anne. Garde eux-y les plans scellés dans les coffres de Soho, pour l'avenir des machines, non pour la gloire éphémère. Ce n'était pas une fin paisible, ni un trépas serein dans la foi presbytérienne qui avait guidé sa vie depuis les prêches de Greenock, mais un legs empoisonné par les secrets. Des Shooks de 1819 léguaient les archives à James Jr. à 1000 volumes de croquis niémés, brevets et lettres, dont les dessins du condenseur de 1769 et de l'indicateur de 1782, gardés dans des coffres à triple serrure à la Foundry. Les fouilles archéologiques de Soho en 2009, menées par l'Université de Birmingham sous la direction du professeur Richard Hills, exhumèrent des vestiges, fragments de cylindres en fer podelé, tuyaux de condenseurs rouillés et un croquis froissé sur parchemin révélant un design rotatif inédit pour un moteur à triple expansion, analysé par spectrométrie pour dater le papier à 1785. L'odeur de terre humide et de métal oxydé emplissait les tranchées lors des fouilles, lumière des projecteurs LED dansant sur les tessons comme des reflets de pistons fantômes. À 82 ans, rongé par l'âge et les séquelles des vapeurs, migraine chronique, gouttes invalidantes, Watt dictait ses dernières volontés à son fesse, plume hésitante sur un lit à baldaquin de velours usé.
La machine à vapeur change le monde, mais gardez les secrets scellés contre les copieurs, comme je l'ai fait contre Bull en 1793. Obsèques à Handsworth Church en août 1819. Cercueil de chêne simple sous les effigies centenaires du cimetière, odeur d'encens et de terre fraîche, foule d'industriels en habits noirs, incluant Arkwright et Wedgwood. Enterrés sous une dalle simple gravée, inventeur de la machine à feu, crypte froide de pierre locale. Envisionnez-vous la fouille de 2009, sous la pluie battante de Birmingham. Archéologue en ciré jaune, déterrant un coffre oublié sous les fondations de la Foundry, démoli en 1895. Son legs, révolution industrielle, machines à vapeur animant encore les musées. Un dessin secret fut exhumé après des siècles, dans un coffre oublié sous Soho, Watt avouait. Le condenseur n'est pas métal, c'est le feu volé au dieu des mines et à mon âme avec. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.